Bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du jour Comment faire du stress un allié, organisé par CCM Benchmark Institute. Je suis Emeline Gerbois, chef de projet formation chez CCM. J'ai le plaisir de vous présenter Catherine Zunik, fondatrice de Médias Uniques Conseil, coaching et formation, avec qui nous collaborons depuis plus de 6 ans sur les thèmes de développer sa créativité, s'épanouir dans son rôle de manager de proximité, intelligence émotionnelle et gestion du stress. Aujourd'hui, elle va nous donner des astuces pour mieux gérer le stress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Catherine pourra y répondre à la toute fin de son intervention. Catherine, c'est à toi. Merci beaucoup, Emeline. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour participer à ce webinaire Comment faire du stress notre allié, organisé donc par CCM Benchmark. Et moi, je suis ravie de partager ce moment avec vous. C'est un sujet qui me passionne, la gestion du stress, la prévention et la gestion du stress. Alors, il y a une définition du stress que j'apprécie particulièrement. Elle a été donnée par le docteur Benson, qui est qui travaille à l'université d'Harvard et qui définit le stress comme une réaction psychophysiologique, donc esprit et corps, de l'organisme dans des situations contraignantes, exigeantes ou qui nous demandent une adaptation. Le stress est une réaction naturelle, c'est un état, ce n'est pas une maladie. Alors, avec la crise sanitaire, on a toutes et tous été obligés, effectivement, de faire face à des situations exigeantes et à des situations qui nous demandaient de nous adapter sans qu'on ait rien demandé. Donc, cette peur du Covid, les contraintes qui ont été liées à ces différents confinements, les contraintes liées au télétravail, les relations humaines qui sont plus complexes, tout cet avenir qui est incertain, la rentrée, on ne sait pas exactement est-ce qu'on sera au bureau, combien de jours, on sera sur site ou pas. Alors, les chiffres sont importants, ils sont alarmants. Ça fait déjà des années que les chiffres sur le stress en France sont alarmants, mais depuis effectivement la crise sanitaire, ils le sont d'autant plus. Alors, je ne vais pas dramatiser, il y a des solutions. C'est pour ça aujourd'hui que j'interviens, sachant que quand même 2 millions de Français déclarent être en burn-out sévère. C'est une maladie, le burn-out, qui touchait quand même plus les managers que les salariés non cadres. Et aujourd'hui, 44% des salariés, donc quasiment 1 sur 2, déclarent être en forte détresse psychologique. Donc on n'est plus sur des chiffres comme en 2017 où effectivement 9 salariés sur 10 disaient je ressens du stress. Aujourd'hui, on parle de détresse psychologique importante. Et un autre chiffre intéressant, 6 salariés sur 10 déclarent dans cette étude qui a été menée par OpinionWay, ces salariés, 6 salariés sur 10 déclarent que leur direction ne se rend pas compte de l'état psychologique des équipes et en fait que la direction n'agit pas suffisamment. Et comme les chiffres pour la rentrée sont encore plus alarmants, en fait il faudrait s'attendre à une forte augmentation des arrêts maladie. Moi, je vous invite, en attendant que vos directions prennent les mesures pour prendre plus soin de cette situation, je vous encourage à prendre conscience en fait de vos comportements aujourd'hui. Nos comportements sont générateurs de stress. Nous sommes la cause de notre stress et donc des maladies que l'on peut se causer dues au stress qui est un état, mais qui provoque, lui, différentes maladies. Alors, ce que je souhaite, moi, pendant ce webinaire, c'est de vous faire changer déjà d'état d'esprit par rapport au stress. C'est-à-dire que il y a des solutions, effectivement, et il y a déjà une posture à avoir pour pouvoir faire du stress un allié. Alors, c'est vrai que de nombreuses situations créent du stress et il semblerait que le stress soit déclenché et vécu par chacun de façon différente. Y a-t-il des solutions, Catherine, assez rapides et accessibles à tous, favorisant la gestion du stress? Tout à fait, oui, Emeline, même si on n'est pas tous égaux face à la gestion d'émotions désagréables, quelles que soient nos responsabilités,
hein, quel que soit notre travail et les responsabilités liées à notre travail ou nos responsabilités dans le cadre privé, en fait, on est tous touchés par le stress, qu'on soit salarié, collaborateur, cadre dirigeant ou non, voilà, ou top dirigeant. Eh bien, en fait, nous ressentons tous du stress avec la même intensité. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de responsabilité qu'on n'a pas de stress. Ce sont les déclencheurs qui vont être différents. Les déclencheurs vont être en fait différents chez chacun et chacune de nous. Ce qui va me stresser moi ne va pas vous stresser et vice-versa. Hein, peut-être pas. Alors, moi, ce que j'aime à dire, c'est que pour prévenir et gérer le stress, il faut déjà en comprendre les mécanismes. Hein, c'est bien d'avoir des solutions, mais si on comprend en fait comment cela se déclenche, comment cela se manifeste, on aura plus de chances de rendre concret le stress, qui n'est pas forcément concret. Cet état, on n'arrive pas forcément à le concrétiser. Eh bien, il faut savoir qu'il y a 3 phases, hein, dans le stress. Il y a la phase d'alarme, c'est le bon stress, ce qu'on appelle le EU stress. C'est le stress qui est là pour nous parer face à un danger immédiat. C'est-à-dire une agression, une situation justement très exigeante, une adaptation. On va être armé, c'est-à-dire que le cerveau va envoyer un message pour nous permettre de faire face à ce danger qui est concret et face à moi. Ça, c'est le bon stress. Et c'est celui-là qu'il faut utiliser. C'est-à-dire que si j'avais eu du stress aujourd'hui, ben, je me serais dit, chouette, en fait, mon corps se prépare à faire face à ce challenge qui est de répondre à vos attentes pendant ce webinaire. Après, il y a une deuxième phase qui est la phase de résistance. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément écouter les symptômes du stress, on va nous-mêmes se créer du stress par nos pensées. Et cette phase de résistance, elle va enclencher, si on n'y répond pas correctement, à une phase d'épuisement, hein, ce qu'on appelle notamment la dépression, le burn-out. Donc oui, il faut être très vigilant à notre état. Alors, il y a donc ces 3 phases, une phase qui est la bonne, et comment on reconnaît qu'on est en état de stress, de résistance ou d'épuisement, hein. La phase de résistance, on appelle ça aussi le stress chronique. C'est le stress finalement que l'on ressent quasiment à chaque fois que l'on se lève et avant même de se coucher, ce qui nous empêche de dormir. Alors, si vous avez des symptômes physiques comme justement des douleurs musculaires, des troubles de sommeil, vous vous sentez fatigué en vous réveillant, vous avez du mal à vous endormir, vous vous réveillez la nuit, vous avez des sentiments d'oppression, de l'hypertension, des maux de tête, etc. Ça, c'est des symptômes physiques. Vous êtes en état de stress sûrement. Il y a les symptômes émotionnels. On est sensible tout d'un coup à plus de choses. On a une nervosité qui est accrue. On peut avoir des crises de larmes, de l'angoisse, de l'anxiété. Une excitation un peu trop prononcée, où on est triste, on se sent mal. Et puis après, donc on peut avoir des symptômes physiques, on peut avoir les symptômes émotionnels, on peut avoir aussi des symptômes intellectuels. On a du mal à se concentrer, on a du mal à se mettre au travail, on a des troubles de l'attention, on fait des erreurs, on a des difficultés à prendre des initiatives, des décisions, on doute beaucoup. Si vous avez ce type de symptômes, il est fort probable que vous soyez en état de stress chronique. Alors, il y en a qui cumulent malheureusement les symptômes physiques, les symptômes émotionnels et les symptômes intellectuels. Et moi, j'aimerais, voilà, mon souhait, c'est que grâce aux formations notamment, hein, qui sont dispensées, c'est que chacun se prenne en main, se rende compte de l'état dans lequel il est pour pouvoir réagir, hein. Il ne suffit pas d'avoir des solutions de comment je gère mon stress. L'idée, c'est de comprendre comment, en fait, je provoque moi-même cet état de stress qui peut nuire à ma santé physique et morale. Alors, il y a donc le bon stress qui m'aide à faire face à des situations de danger réel. Celui-là, eh ben, je m'en sers, hein, je vais en parler un petit peu après. Et puis, il y a le stress qui est déclenché, donc le stress chronique, hein, phase de résistance et phase d'épuisement. Le stress chronique et le stress plus grave, qui est en fait déclenché par nos propres comportements. C'est-à-dire, je dois me demander qu'est-ce qui crée le stress que je ressens là? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Les déclencheurs sont donc
différents selon les uns et les autres. Et puis, il y a des sources. Il y a notamment 4 sources principales de stress qui sont communes à tous les humains. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'est-ce qui a déclenché mon stress et quelle est la source de mon stress pour déjà mieux comprendre comment moi, je fonctionne. Et si on a conscience de la cause de notre mauvais état psychologique et émotionnel dans lequel on se trouve, si on en prend conscience déjà, on aura plus de chances ensuite à adopter les bonnes pratiques qui vont nous convenir, qui vont convenir à chacun pour gérer et prévenir le stress. C'est vraiment en ayant conscience de l'état dans lequel je me trouve, et l'état dans lequel je me trouve, en général, il est motivé par mes peurs, mes doutes, mes croyances, et en fait, toutes les pensées négatives que j'alimente, que je nourris au quotidien. Je me lève à mon emploi du temps, je ne vais pas avoir le temps il faut que j'emmène la petite à l'école, il faut que. Et en fait, dès le matin, on est en train de déclencher des hormones, dites hormones du stress. Alors, il y a plein d'outils, de bonnes pratiques, de méthodes que chacun peut utiliser, sachant que la première bonne méthode, et si c'est celle-là que vous retenez pendant cette demi-heure de webinaire, s'il n'y en a qu'une que vous devriez retenir, pardon, moi je recommande celle-là. C'est Kelly McGonigal qui nous donne les résultats d'une étude qui a été menée aux États-Unis pendant 8 ans sur plus de 30 000 personnes. Et en fait, ce qu'ont constaté ces chercheurs, c'est que si j'aborde le stress comme étant bon pour moi, comme étant un allié, c'est-à-dire qu'il me prépare à faire face à une situation qui me dérange, qui crée mon stress, eh bien, j'aurai moins de risques de mourir prématurément d'accidents, d'AVC par exemple, de crise cardiaque et autres, de cancer même. J'aurai 43% de risque en moins de mourir par rapport à ceux qui estiment que le stress est mauvais pour leur santé. Donc aujourd'hui, dès que vous éprouvez du stress, dites-vous ok, je suis en train de me dire que là, je vais arriver en retard. Ok, je stresse, j'accueille le stress. Je ne m'engouffre pas dedans, mais je l'accueille. Il est normal que, puisque je lui dis qu'il y a un danger, alors qu'il n'y a pas de danger, on est bien d'accord. Être en retard, ce n'est pas un danger, c'est juste une conséquence de peut-être une mauvaise organisation ou d'un arrêt du wagon du métro dans le tunnel. Mais si je me dis, ok, je stresse et je le prends tel qu'il arrive, et puis qu'est-ce qui déclenche mon stress? C'est le fait que je sois en retard. Ok, je vais anticiper, je vais prévenir que je suis en retard. Et puis là, je suis dans le wagon de ce métro et je ne peux pas prévenir que je suis en retard parce que je n'ai pas de réseau. Eh bien, je lâche prise. Donc, j'accueille le stress et en même temps, je me dis, mais là, je n'ai aucune raison de stresser. Donc, déjà, ne pas s'engouffrer dans le stress en se disant, aïe, 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 je ne vais pas pouvoir être à l'heure, je ne vais pas pouvoir être à la hauteur. Donc, j'arrête de nourrir les pensées parasites et j'accueille le stress comme étant bon, comme étant nécessaire. C'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de regarder ce qui me stresse. Mais si j'intègre le stress comme étant bon pour moi, et c'est ça ce que l'étude relève de ces chercheurs, c'est que je peux modifier ma réponse de mon corps envers le stress. Tête et corps et tête sont toujours liés, on n'a pas à couper en deux. Donc ce que je pense influe immédiatement sur mon état physiologique, et d'ailleurs mon attitude corporelle influe elle aussi sur mon état psychologique. Donc à moi de prendre conscience de ce que je fais de mon stress. Si je décide en fait de ne plus en avoir peur, si je décide maintenant, là, aujourd'hui, de voir le stress comme une réaction adaptée et non dangereuse, je permets à mon cerveau et à mon corps de mieux répondre à des situations stressantes. Alors, c'est une question d'équilibre. Trop de stress peut nuire à notre santé physique et morale, mais si j'accueille le stress et que je décide qu'il va être mineur,
eh bien là, je peux l'accepter comme étant un allié et m'en servir. C'est-à-dire que lorsque je suis en état de bon stress, en fait, tous mes sens sont en éveil et là, je vais trouver des solutions. Alors, pour répondre encore plus précisément à ta question, Emeline, oui, il y a mille et une méthodes pour prévenir et gérer le stress. Euh, je pense à une amie là qui tricote beaucoup. Ben, quand vous tricotez, vous êtes concentré sur vos aiguilles, sur votre laine et vous êtes focusé sur une tâche précise. Et là, vous n'êtes plus en train de nourrir des pensées discursives, les pensées qui vont vous créer du stress, ces pensées négatives. Lorsque vous dessinez, lorsque vous allez voir une expo de peinture, lorsque vous écoutez de la musique, lorsque vous jouez de la musique, si vous faites du yoga, de la sophrologie, tout simplement le fait d'aller marcher. Hein, on dit marcher 15 minutes en espace vert, c'est encore mieux, mais même en ville, permet d'évacuer le stress. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va occuper notre esprit à autre chose. Et le fait d'occuper notre esprit à autre chose qu'à alimenter nos pensées négatives, je fais ça parce que c'est sans arrêt, c'est comme la machine à laver ou comme le hamster dans sa roue. Hein. Le fameux docteur Serge Marquis, on est foutu, on pense trop. Et avec ce hamster qui va monter dans sa roue et qui va finalement nous perturber. Donc oui, à partir du moment où on focus sur quelque chose, une activité, eh bien là, en fait, on apaise l'esprit, on apaise le corps et l'esprit. Prendre le temps de boire son café, ça veut dire quoi? C'est je savoure mon café, je suis sur le moment présent, je suis conscient et j'arrête de penser à autre chose. Plus vous ramenez votre conscience sur ce que vous êtes en train de faire, plus vous êtes présent, moins vous allez alimenter le stress. Alors, pratiquer une activité physique, une bonne alimentation, ça va favoriser aussi un meilleur sommeil, d'avoir conscience de ce que vous avez en tête et de dire non, stop, là, je ne peux pas résoudre ce problème maintenant, donc je passe à nouveau à mon moment présent, à ce que je suis en train de faire. Ah, ça me prend la tête, je le note et je regarde si je peux y répondre. Donc il y a plein de façons effectivement de prévenir et de gérer le stress. Il y a le fameux 3 kiffs de Florence Servan-Schreiber, si vous avez son livre, c'est faites-vous plaisir au moins 3 fois par jour. Faites quelque chose pour vous qui vous apporte du plaisir. Ça aussi, c'est une bonne méthode. La méthode, moi, que je préconise, c'est effectivement de l'activité physique au quotidien, dès le matin. D'apprendre à réveiller son corps. On dit qu'on ne peut pas changer de comportement si on ne change pas non plus, si on ne bouge pas notre corps. Donc, si vous décidez de prendre conscience de ce que vous avez en tête et que vous décidez de stopper les idées parasites pour pouvoir ensuite y répondre, ça c'est déjà une bonne chose. Réveillez votre corps, ça vous aidera à changer votre comportement. Et puis, prenez le temps de respirer plusieurs fois par jour de façon consciente. C'est simple, c'est efficace, c'est accessible à tout moment, à toutes et à tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a une méthode d'un maître zen vietnamien que j'aime beaucoup. Lui, il dit, on ferme les yeux, hein, on dit, et il dit, j'inspire, je sens que j'inspire, et ensuite on expire en pensant, je sens que j'expire. Bien, si vous faites ça 1 minute, puis 2 minutes, puis 3 minutes par jour, plusieurs fois par jour, vous allez apprendre à apaiser votre esprit régulièrement dans la journée pour être moins en état de stress. Soyez concentré sur quelque chose d'agréable, ça favorise aussi des émotions agréables et donc la production d'hormones testostérone, les hormones de confiance, hein, du pouvoir. Alors, merci Catherine. Maintenant qu'on connaît un petit peu mieux les mécanismes du stress en général, ainsi que quelques bonnes pratiques, parlons plus spécifiquement du stress lié au travail. Depuis le confinement, les salariés déclarant souffrir d'une surcharge de travail sont encore plus nombreux. Comment organiser son temps de travail, voire télétravail, différemment pour diminuer le niveau de stress? Oui, c'est vrai, la surcharge de travail. La surcharge de travail, qu'elle soit perçue ou réelle, est un facteur principal de stress en entreprise. En entreprise ou pour tous ceux qui travaillent, hein, qu'on soit indépendant ou salarié. Moi, ce que je recommande, c'est déjà la matrice Eisenhower, cette fameuse matrice où on différencie bien ce qui est important de ce qui est urgent.
Hein. En entreprise, tout est prioritaire, c'est pas possible. C'est une chose après l'autre. Hein. On a un cerveau et on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, contrairement à ce que l'on pense. Ça, je l'ai appris via une exposition chez Universcience. Notre cerveau ne sait faire qu'une chose à la fois. Donc, on ne peut pas aborder plusieurs tâches en même temps. Le multitâche, on oublie, on pense gagner du temps et en fait, on en perd, puisque on fait que de déconcentrer dans ce cas-là notre cerveau. Donc, différencions ce qui est important, et ça, je le fais. Hein, j'ai une tâche importante, soit je la fais tout de suite, soit je la planifie sans reporter, parce que sinon ça devient important et urgent. Et une tâche importante et urgente, c'est la tâche prioritaire. Donc dans la journée, on peut avoir 3, 4 tâches importantes et urgentes, mais pas toute la journée. Ce que je recommande aussi, c'est ce qu'on appelle la matrice des tâches. À partir du moment où je reçois une tâche, est-ce que je la fais tout de suite, si c'est important et urgent? Est-ce que je la planifie ou est-ce que je la délègue, hein, cette tâche, si elle n'est ni importante ni urgente, à quelqu'un qui en a les compétences? Ou est-ce que je laisse la tâche en suspens et puis je vois s'il faut que je la traite? Il y a des tâches qui s'effacent d'elles-mêmes. Ce qui est bien aussi, c'est de vous de décider. Est-ce que vous êtes plus productif le matin? Et dans ce cas-là, faites les tâches les plus complexes le matin. Est-ce que vous êtes plus productif en fin de journée? Eh bien, faites les tâches les plus complexes en fin de journée. N'hésitez pas à regarder comment, enfin, ce qu'on appelle le biorhythme, hein, comment vous fonctionnez vous. Si vous mettez 3 heures à démarrer le matin, eh bien, faites les tâches qui ne demandent pas beaucoup de réflexion pour ensuite vous attacher aux tâches qui demandent réflexion. On ne peut pas gérer le temps. Ça, c'est le. Quoi que l'on fasse, le temps passe. Voilà. Par contre, on peut, nous, s'organiser dans le temps. Hein, arrêtons de dire qu'on va gérer le temps. Le temps, on ne pourra pas le gérer. C'est à nous de nous gérer dans le temps. Et puis, puisque les salariés, en grande majorité, se trouvent en surcharge de travail, eh bien, il faut apprendre à dire non. Il faut aussi apprendre à dire non aux tâches supplémentaires, hein, ce qui évite aussi le burn-out. Et puis, un autre conseil que je peux donner, c'est de définir, et il n'y a pas que moi qui le dis, hein, c'est les études qui le disent, c'est de définir des temps de concentration qui soient au maximum de 90 minutes. Et à l'issue de ces 90 minutes, on fait une pause, minimum 10 minutes. Mais une vraie pause. Pas on répond à des mails, on passe des coups de fil professionnels, etc. Moi, j'ai instauré depuis le confinement la pause fenêtre. C'est ouvrez votre fenêtre, allez dehors, si vous le pouvez, ou ouvrez juste votre fenêtre. Inspirez, expirez profondément, regardez ce qui se passe autour de vous, aidez votre cerveau à baisser son rythme, hein, et à faire en sorte qu'il retrouve un peu plus de calme pour ensuite passer à d'autres tâches. Alors, si vous, au bout de 90 minutes, vous êtes encore dans le flow, reportez, mais cette notion de récompense est une notion très importante pour le cerveau. C'est, allez, je me concentre 90 minutes et après, je me fais un kiff. Je me fais plaisir. C'est pas quelque chose qui sera lié au travail. Voilà, ça c'est ce que je peux, entre autres, recommander rapidement là. Alors, la surcharge de travail est source de stress, mais la pression des clients, des collègues et des managers est également une cause principale du stress que les salariés n'arrivent plus à gérer. Comment développer sa bienveillance pour encourager individuellement et fédérer une équipe à distance? Oui, alors, la bienveillance, on en entend beaucoup parler. On n'est pas dans un monde de oui-oui. Bienveillance, ça ne veut pas dire tout est bien, tout est beau. Hein. Ce n'est pas un concept. La bienveillance, c'est je veux le bien. C'est-à-dire lorsque je communique, que je sois manager, que je sois collaborateur, alors que je sois le client, ou que je sois le prestataire de service, que je sois le collègue, je n'ai pas à mettre ma pression, mon stress sur l'autre. Ça, c'est une mauvaise communication. Et être bienveillant, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire attention à l'autre de façon authentique, sincère. Si je fais semblant, l'autre le saura. Moi, je rejoins beaucoup ce que disent Carl Rogers, qui est quand même un référent, hein, en termes d'empathie et de bienveillance. Carl Rogers étant un psychologue à la base. Donc, je veux le bien de l'autre, je suis dans l'empathie, c'est-à-dire que je vais comprendre l'autre dans sa façon de travailler, de communiquer, comme si j'étais l'autre, mais je ne suis pas l'autre. Donc, je ne vais pas vivre les émotions de l'autre. Je suis bienveillant, ça veut dire que lorsque quelqu'un, je vois, hein, que ce soit en visio ou en présentiel,
ou lorsque j'entends, hein, si je dis à quelqu'un bonjour, comment ça va? Ouais, ça va. Et puis si je passe mon chemin, là, je manque de bienveillance. Si la personne me montre qu'elle ne va pas bien, eh bien là, je vais essayer de comprendre ce qui ne va pas pour, en qualité de collaborateur, de prestataire, de client, etc., euh, continuer la communication de façon constructive et comprendre ce qui ne va pas chez l'autre. C'est ça, être bienveillant. C'est être attentif à l'autre, faire preuve d'empathie. C'est l'empathie aussi, la définition que j'aime bien de Max Pagès, qui est un psychothérapeute, qui dit l'empathie, c'est une chaleur froide. C'est-à-dire que j'ai un sentiment positif envers l'autre, mais sans émotivité. Je ne prends pas les émotions de l'autre, elles ne m'appartiennent pas. Et alors, pourquoi on parle de bienveillance? Parce que la bienveillance, effectivement, c'est un des leviers, un des principaux leviers de motivation des salariés, c'est de reconnaître ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de pas bien. Mais souvent, j'entends, ils sont payés à faire leur boulot. Oui, ok, ils sont payés à faire leur boulot, mais tout être humain a besoin de reconnaissance. On a besoin de savoir si notre travail est bien fait ou si j'ai des points de progression. Et ça, bah, ce sont mes collègues, mes managers, mes clients qui peuvent me le dire. Et je prends ou pas ce qu'ils me disent, mais au moins j'ai besoin d'un retour sur mon travail qui soit positif et négatif et avec bienveillance. Donc pas de jugement, pas d'interprétation. Hein, de la bienveillance, de l'empathie, pas de jugement, pas d'interprétation. Ça, c'est les clés d'une relation de confiance, d'une relation constructive. Et puis après, bah, moi, ce que je recommande, c'est développer l'écoute active. Ça s'apprend, c'est un process, c'est une méthode, ça s'apprend. C'est simple, hein, c'est pour pratiquer, faut l'apprendre. C'est pas inné, c'est pas forcément inné. Ceci dit, c'est accessible aussi à toutes et à tous. Voilà ce que je peux vous répondre. Je crois qu'il est l'heure, Emeline, quasiment de passer aux questions-réponses. Oui, tout à fait. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Je vais voir s'il y en a déjà. Alors, en une demi-heure, c'est court d'aborder tous ces sujets, mais j'espère que voilà, ça peut apporter des premières pistes à certains et certaines. Je suis ouverte à toutes vos questions, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Je lis et la respiration, tu en parles? Oui, beaucoup. En fait, dans toutes mes formations, quel que soit le sujet de ma formation, que ce soit en formation auprès des étudiants que j'accompagne toute l'année, j'introduis des moments de respiration. C'est pas de la méditation, mais on relaxe effectivement tête et corps, le psychique comme le physiologique, comme le corporel. Pensez-vous que le télétravail est davantage source de stress? À vous d'en juger, j'ai envie de dire. Hein. C'est la façon dont on s'organise déjà. Donc il y a une part qui est de nous. Le stress, pourquoi je parle de prévention et de gestion du stress? Il y a toute une partie du stress que je peux prendre en main. Et puis après, il y a des déclencheurs ou des sources qui sont absolument pas de ma responsabilité. Donc celle-là, il faut plutôt se diriger vers les responsables. Si c'est des dysfonctionnements ou des mauvaises organisations professionnelles, je n'y peux pas forcément. Par contre, c'est ma façon d'aborder ces dysfonctionnements ou cette désorganisation qui est entre mes mains. Oui, le télétravail est déclaré en France comme source de stress supplémentaire. Les chiffres ont bondi. Hein, ils ont augmenté. On parle quand même c'est de la moitié, 50% des salariés qui sont en détresse psychologique. Alors, il y a le fait que ce soit le télétravail, le manque de relations humaines, le fait que la pression est pire qu'avant. Donc oui, je réponds par l'affirmative. C'est pas que je le pense, c'est que les études le disent. Alors, quelle lecture conseilles-tu? Bonne question, Madame Boulard, Anne Boulard. Alors je ne sais plus l'auteur, mais il y a Débrancher votre mental qui est pas mal. Je regarde du côté de ma bibliothèque, là, si je le vois. Sinon, il y a On est foutu, on pense trop, le docteur Serge Marquis. C'est un petit bouquin qui se lit rapidement et qui explique quand le hamster, là, hein, qui est la pensée négative, commence à monter dans sa roue, vous dites stop. Ensuite, vous prenez une grande inspiration et une grande expiration pour passer à autre chose. Le fameux livre, hein, 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber, il est bien.
Elle explique qu'une partie du bonheur, de l'atteinte du bonheur est entre nos mains, une autre partie est génétique. Bon, ok, on va s'occuper de la partie qui est entre nos mains. Les livres sur comment développer la psychologie positive, ça c'est bien. C'est-à-dire comment, au quotidien, je prends conscience de ce que je ressens. Et quand je me sens mal, eh bien, je ne vais pas annuler ce qui me fait me sentir mal, mais si j'ai envie de me sentir mieux, eh bien, ma réaction, ça va être d'avoir une pensée qui va développer des émotions agréables. Donc, les livres sur la psychologie positive, je conseille aussi. Il y en a des tonnes. Alors là, j'arrive pas à lire la question. Comment gérer le stress du management qui redescend sur soi? Existe-t-il des méthodes pour ne pas absorber ce stress? Oui, alors effectivement, le stress est communicatif, c'est comme le rire, j'ai envie de dire. Le stress est très communicatif. Donc déjà, moi, je donne une image souvent. D'abord, ce qui vient de l'autre ne m'appartient pas. Donc le stress de l'autre ne m'appartient pas. Ceci dit, il est communicatif. Mais si j'ai déjà conscience que je décide de ne pas recevoir ce qui est désagréable et ce qui vient de l'autre, déjà, j'arrive à mieux me préserver. Et souvent, l'image que j'utilise, c'est l'image du docteur avec son patient. S'il prenait les maladies de chaque patient, il fermerait son cabinet très rapidement. Donc l'idée, c'est qu'il observe son patient qui est malade, mais ne prend pas sa maladie. Il crée, il a cette distance. Et l'idée, c'est qu'il reconnaît que le patient ne va pas bien, et donc il va chercher avec lui des solutions pour qu'il aille mieux. Eh bien, c'est pareil. Quelqu'un qui arrive stressé, je peux faire preuve d'empathie, essayer de comprendre pourquoi la personne est stressée. Et tant que j'essaye de comprendre pourquoi elle est stressée en questionnant, eh bien déjà, je ne suis pas en train de développer et de recevoir son stress. Pourquoi n'arrive-t-on pas si facilement à mettre en place ces astuces pour sortir du stress? Parce qu'on oublie de mettre une motivation. C'est-à-dire que les athlètes qui s'entraînent pour des compétitions, ils n'ont pas envie tous les matins de se lever alors que tout le monde est sous la couette. Ils ont envie de faire la fête et de boire des apéros le soir en terrasse. Ils ont envie de manger un peu plus gras de temps en temps, un peu plus sucré. Et pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils gardent bien leur motivation en tête, qui est leur médaille ou leur championnat. Si vous n'avez pas de motivation en tête pour changer de comportement, vous aurez beaucoup plus de difficultés à changer de comportement. Il faut avoir cette intention, c'est je veux changer de comportement. Et le pourquoi je veux changer de comportement. Pour avoir une vie plus sereine, pour me sentir mieux le matin quand je me lève, pour dormir plus profondément, pour ne pas m'énerver contre mes enfants quand la source de mon stress n'est pas mes enfants, pour m'énerver de moins en moins, pour mieux accueillir les difficultés avec calme. Voilà, travaillez votre motivation. Pourquoi vous voulez être moins stressé? Qu'est-ce que ça va vous apporter d'être moins stressé, en plus d'être en bonne santé? Est-ce que tu as des podcasts à nous conseiller? Malheureusement, non. Pas là, maintenant, spontanément. Désolée. Il y en a Non, c'est pas des podcasts. Il y a des applis. Il y a des applis pour se permettre, pour apprendre à respirer au quotidien de façon calme, pour adopter ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est-à-dire harmoniser le corps et l'esprit de façon plus consciente. Par contre, en podcast, malheureusement, non, j'ai pas ça spontanément en tête. Est-ce que faire du sport aide à gérer le stress? Oui, faire du sport va créer des hormones, notamment, ça va donner un peu d'adrénaline, mais pas que, et ça va diminuer donc les hormones du stress. Il y a le cortisol, c'est l'hormone du stress, notamment, il n'y a pas que ça, mais il y a du cholestérol, il y a plein de choses dans le stress. Et puis, il y a les bonnes hormones, les hormones de la confiance, du pouvoir, mais pas qu'elles. En faisant du sport, oui, je diminue les hormones du stress. Je me sens moins stressée. Qu'est-ce que c'est pas forcément un sport violent. Ça peut être du pilates, ça peut être juste des étirements dès le matin. C'est déjà beaucoup. Si vous ne faites pas, commencez par un petit peu. Un pas de bébé. On ne passe pas de je fais pas de sport à je fais du sport tous les jours. Qu'est-ce que l'écoute active? L'écoute active, c'est se concentrer uniquement sur l'autre. Je mets mon ego de côté.
c'est entre autres la posture de coach que je suis. C'est, j'ai pas de jugement, j'ai pas d'interprétation, je fais confiance à l'autre, je m'oublie moi pour refléter le meilleur, pour être, en fait, je fais un effet miroir avec l'autre. Et si je reflète que le meilleur de l'autre, eh bien l'autre va voir ses qualités. Et ça va lui donner envie de changer, ça va donner de la motivation. Pas de jugement. Donc à partir du moment où l'autre ne se sent pas jugé, ça libère la parole. L'écoute active, c'est ne pas essayer de comprendre, c'est être sûr de comprendre ce que l'autre nous dit, puisque derrière les mots, on met tous en fait un sens différent. Derrière le mot honnêteté, derrière le mot loyauté, derrière le mot sincérité, authenticité, etc., des mots simples, hein, connus de tous, en fait, on met tous une définition différente. Donc, c'est avoir une posture bienveillante, je veux le bien, je ne juge pas, je n'interprète pas, je m'oublie moi et je questionne, je valide hein, que ce que j'ai compris est bien ce que l'autre est en train de me dire. Je comprends, c'est plus comprendre que écouter finalement. Une écoute active, c'est une écoute avec une compréhension à 360 degrés. Je vais plus être attentif même aux expressions corporelles qu'aux mots, parce que les expressions corporelles ne peuvent pas mentir, alors que les mots, on les intellectualise, on peut dire des choses qui sont pas vraies finalement, mais que l'on prend pour vraies. Donc par contre, le corps va nous dire, et ça s'apprend. L'écoute active, ça s'apprend. En gros, c'est ça la définition de l'écoute active. C'est de se focaliser plus sur ce que l'autre est en train de vivre plutôt que ce qu'il est en train de dire. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces astuces et toutes ces petites infos. Avec plaisir. Donc, pour conclure, merci également à tous d'avoir suivi ce webinaire. On espère que ça a pu répondre à toutes vos attentes. Si vous souhaitez aller plus loin dans ces problématiques, on vous invite à suivre nos formations intelligence émotionnelle et gestion du stress, ainsi que devenir un manager de proximité. Les deux sont animés par Catherine, qui vient de nous présenter le webinaire. Les programmes, vous pouvez les visualiser depuis notre site internet. Ça s'est affiché en cours de route pendant les questions sur des petits bandeaux en haut de votre écran. Vous retrouverez également dessus toutes les infos pratiques. Si jamais vous souhaitez organiser des sessions en intra-entreprise pour pourquoi pas justement profiter de l'été pour organiser des sessions et mieux appréhender la rentrée, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse formation au singulier ccmbenchmark.com. Je serai ravie de pouvoir vous renseigner et vous aider à mettre en place les sessions. Le replay sera disponible d'ici demain ou plus tard. Il vous sera également envoyé par mail. Je vous souhaite à tous une belle après-midi et à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver, peut-être pendant les formations ou pas. En tout cas, voilà. S'il y a une chose à retenir, c'est ne prenez plus le stress comme un ennemi. Faites-en un allié, quelle que soit votre situation. C'est déjà beaucoup. C'est déjà un bon départ. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Et puis pour vos mots très sympathiques dans le chat, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.